vous propose de se réunir pour évoquer ce sujet de l'activation commerciale à l'heure de cette transition qui, il y a encore quelques années, paraissait lointaine, désormais qui apparaît évidente. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce panorama 2023, c'est le moment où on va rentrer dans quelque chose d'irréversible. Alors il y en a certains qui freinent encore, qui sont en train de dire « je serai le dernier, le client aura le choix ». C'est certes très entendable, il n'empêche qu'il y a un moment donné où il faut quand même il faut reconnaître que les forces à l'œuvre sont tellement fortes, les raisons d'y aller, et c'est un peu ce qu'on va évoquer en se rappelant ce qu'était notre rendez-vous il y a un an. Il y a un an, on parlait de pionniers, on parlait notamment de Jean-Claude Pénicaud à Leclerc, la Bellevie, à Luçon, en Vendée, comme l'un des premiers. Alors historiquement, c'était le Auchan de Saint-Herblain qui avait, par la radicalité, arrêté le prospectus. Lui, c'est Jean-Claude Pénicaud, celui qui nous a fait le plus rentrer dans sa tête au moment où il l'a fait, puisqu'il a fait partager le cheminement quasi intime qu'il a eu, parce que je vous rappelle quand même qu'un adhérent Leclerc, il mise pas qu'une décision, il mise aussi sa vie et quelque part un peu une partie de son patrimoine. Parce que s'il se plante, s'il fait moins 10, moins 15 en chiffres, c'est tout le boulot d'une vie qui peut, alors non pas disparaître parce qu'on ne va pas pleurer tout de suite, mais en tous les cas, c'est une décision qui est objectivement très très engageante et qui n'est pas neutre. Dans les pionniers, il y avait Intermarché, ce n'était pas les seuls, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a un an, on en était à parler de ces initiatives comme des pionniers. Et il y avait une question en sous-jacent, c'est au-delà de ces pionniers, qui le faisaient parce qu'ils avaient la capacité de le faire, qu'en serait-il des Français ? Serait-il tellement accro à cet outil prospectus qu'il freinerait le mouvement des pionniers et de ceux qui allaient être des suiveurs, ou au contraire, allait-il accélérer ce mouvement et allait-il finalement lâcher les prospectus? Alors on a eu de la chance parce qu'on a eu une expérimentation qui nous a été offerte ou servie sur un plateau par le gouvernement, qui a été l'occasion d'un laboratoire à ciel ouvert pour savoir si les Français, si les consommateurs voulaient encore ou pas vraiment des prospectus. C'est la fameuse démarche WePub, donc une quinzaine de zones test dans lesquelles désormais il ne faut pas uniquement dire quand on n'en veut pas, stop pub, mais il faut dire quand on en veut, c'est le fameux consentement à l'avance, c'est l'opt-in du prospectus que l'on doit mettre sur sa boîte aux lettres si on veut vraiment les recevoir. Alors dès le début septembre, avec la petite équipe édition d'Auvert, mais on a une petite équipe, mais on a des grandes jambes, donc on court beaucoup, on est allé visiter des zones pour aller compter des boîtes aux lettres. Parce que finalement, on avait envie, dès le mois de septembre, puisque je vous rappelle que dans quelques zones, ça avait démarré le 1er septembre, de voir est-ce que dès le début, il y avait un manque. Alors on est allé compter des boîtes à Les Farmors, à Bordeaux, à Libourne, à Valence. On a vu, oui, il y avait quelques pourcents, mais dans tous les cas, c'était pas beaucoup. Même celui qui était très haut, 17%, ça traduisait quand même pas un emballement terrible. Le mois d'après, on a rajouté d'autres villes. On est allé à Nancy pour voir. Et puis, a commencé à infuser le bruit, et j'assume y être pour beaucoup à ce moment-là, que finalement, il y avait une forme de non-intérêt du consommateur dans le prospectus, puisque le WePub n'était pas présent sur les boîtes aux lettres. Et encore une fois, je ne suis pas le seul à les avoir fait, parce que je ne suis pas seul chez Édition d'Auvert, mais je vous prie de croire que j'en ai fait. Et quand vous avez, c'est un peu comme le dépouillement électoral, quand vous avez fait les 100 premières boîtes d'une ville dans laquelle vous êtes, vous vous baladez, vous marchez, c'est aussi simple que ça. Quand vous avez fait les 100 premières boîtes et que vous avez vu 3, 4, 5, 6, 7 WePub, vous avez déjà compris la tonalité. Vous savez que ça ne sera pas 50%, ça ne sera pas 0 non plus, mais vous savez que ça sera probablement entre 10 et 20. Et dans tous les cas, entre 10 et 20, il n'y a pas de modèle économique pour que et les émetteurs, c'est-à-dire les annonceurs que vous êtes pour certains ici, et les diffuseurs puissent continuer une activité où on payerait des marcheurs à se promener devant 5 boîtes aux lettres et ne déposer un prospectus que dans une, parce que c'est ça, s'il y a 20% de WePub, on paye des gens à marcher. C'est sympa pour la santé publique, mais le modèle économique, il n'y est pas. Alors il y a eu ensuite une espèce de contre-attaque. Les diffuseurs de prospectus, ce que je peux naturellement comprendre, parce que c'est leur modèle économique qui est attaqué. Je me suis senti visé, j'ai eu raison, parce que quand la patronne de Mediapost explique dans LSA que compter, je voulais souligner, compter les boîtes aux lettres et les recenser est un métier, je me suis dit qu'a priori, je devais être trop con pour bien le faire, puisque a priori, c'était ça que ça contestait, c'est que ce que je voyais n'était pas la vérité, puisqu'il fallait visiblement avoir un diplôme de compteur de boîte aux lettres pour avoir le vrai chiffre. Alors, l'espace d'une demi-seconde, j'ai un peu culpabilisé d'avoir sorti des chiffres qui seraient faux, puis après, on a continué, puis je vais vous dire, compter WePub, c'est ça, vous baladez, vous regardez, et a priori, là, vous arrivez quand même à les compter de manière assez facile, donc le diplôme WePub comptage est assez accessible, je pense qu'ici, vous seriez tous qualifiés. Alors, c'est vrai qu'il y avait des zones
où ça montait très haut. Là, je suis dans une zone hyper populaire à Libourne, c'est une zone HLM. Dès le début de l'opération, c'est-à-dire dès le mois de septembre, j'ai compté plus de 30% de WePub dans cette zone. Et c'était en totale opposition avec ce que je voyais ailleurs, où c'était 4, 5, 6, 7. Mais même 30% de boîtes aux lettres. Est-ce qu'il y a un modèle économique avec 30% de boîtes aux lettres WePubées? La réponse, elle est non, de toute façon. Voilà, donc oui, il y avait une appétence promo dans des zones populaires, ce qui est finalement assez intuitif, et ça se vérifiait assez rapidement, mais pour autant, c'était malgré tout pas suffisant. Il se trouve que dans le même temps, les enseignes dans les zones en question, elles ont profité pour beaucoup de l'occasion pour débrancher, parce que c'était une espèce de faux prétexte ou de précaution de dire de toute façon, cette histoire, elle est pliée. Donc dans les zones WePub, je pense, je vous prends le cas de Lidl ici, mais c'est la même chose si je vais chez Leclerc par exemple, là je suis à Nancy, dès le début de l'opération WePub, ces enseignes-là, elles ont débranché le prospectus, et pour l'anecdote, on ne pouvait même pas récupérer un autocollant WePub à l'accueil de ces magasins-là, puisque comme ils avaient débranché le prospectus, eux ne voulaient pas diffuser l'autocollant, évidemment. Mais dans les faits, dans ces zones-là, ça a été exacerbé. Aujourd'hui, on est sur environ 25%, je dis environ parce que vous allez voir les écarts qu'il y a entre zones, on est sur environ 25% de boîtes aux lettres WePubées. Là, pour le coup, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres d'une étude rendue publique par l'ADEME récemment, qui montre, et vous aurez la présentation si vous me la demandez, il n'y a aucun souci bien évidemment, si vous n'avez pas fait cette carte pour vous parce que les chiffres sont totalement accessibles et publics, vous avez en plutôt clair le chiffre de WePub en octobre et vous avez en plus foncé le chiffre en février-mars pour voir l'évolution qu'il y a eu. Alors oui, il y a des zones, je prends le cas du Libournais, on est désormais à 30 en moyenne, on était 16 en début d'expérimentation. Encore une fois, est-ce que 30, ça suffit pour faire un modèle économique de diffusion du prospectus? Les zones qu'on va dire écolo-oriented, et il n'y a pas de jugement de valeur politique derrière ce que je vous raconte là, mais vous prenez Bordeaux, Grenoble par exemple, vous voyez, on est entre 2 et 5%. C'est quand même pas beaucoup. Donc, quelque part, cette expérimentation, elle nous a permis de prendre acte, et ça c'est utile pour vos réflexions, de prendre acte que finalement le consommateur acceptait et accepterait de vivre sans cet outil-là, sans ce prospectus, malgré, parce que ça vient à rajouter, malgré la situation dans laquelle on est de tension économique, de tension inflationniste, et donc d'attention supplémentaire sur les étiquettes, on aurait pu se dire que ça aurait freiné le développement de cette transition digitale de la promo, ça aurait plutôt encouragé le WePub pour avoir des prospectus. On a vu le retour en grâce de l'hypermarché. Pourquoi? Parce que pour une part, c'est un lieu de réassurance, parce qu'il y a de la promo, parce qu'il y a de la massification, parce qu'il y a des allées pénétrantes avec des palettes au sol. Bref, il y a cette envie d'être rassuré sur le lieu d'achat, mais pour autant, le média, qui est le prospectus, tous les cas, on ne peut pas dire que l'inflation, elle l'a sauvé, alors qu'elle aurait pu représenter une forme d'intérêt particulier. Bref, quand on le prend par tous les bouts, ce que le consommateur, ce que les enseignes et ce que le politique peuvent vivre, les enseignes, elles rêvent de s'en passer, ça c'est pas nouveau. Les clients, manifestement, ils n'en veulent pas vraiment. Je ne dis pas qu'ils n'en veulent pas du tout, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans cet excès-là. Mais on est sur une question où la part des consommateurs qui le veulent suffit-elle à justifier et de la pratique telle qu'elle était avant et des modèles économiques qu'il y avait sur l'impression, la diffusion des prospectus. Et puis enfin, il ne faut pas être naïf, le politique, il y voit déjà et il y verra demain une victoire écolo facile. Parce que quand vous avez une part de la population qui est aussi modeste, qui dit qu'elle veut recevoir des prospectus, passer à un stade supplémentaire, soit d'interdiction, soit de fiscalisation, soit d'élargissement des zones WePub, on le prend comme on veut, c'est finalement pas un risque politique majeur. Au contraire, c'est plutôt une opportunité politique d'aller préempter un sujet sur lequel ils sont par principe tous en débit, parce qu'ils en font ou ils n'en feraient pas assez. Donc là, il y a une victoire politique évidemment facile. Donc on part d'une certitude, et c'était utile cette année 2022-2023 parce qu'elle a apporté cette certitude-là. Et on ouvre vers un terrain où il y a encore beaucoup d'inconnus. Alors toutes les questions, elles n'y sont pas, mais c'est comment on peut maintenir le lien avec les clients et générer et fabriquer le trafic vers le point de vente. Comment on passe de cette logique de masse qui était le modèle économique à, par principe, une logique de personnalisation, parce que si on fait que basculer du offline vers le online sans comprendre qu'évidemment il y a le levier de la personnalisation, on fait qu'un demi-bout du chemin qu'il y a à faire. Quelle réaction des fournisseurs? Parce que, notamment en France et notamment dans l'alimentaire, le prospectus est un élément de contrepartie majeur dans les négociations
Et la loi impose des contreparties. C'est pas comme si c'était par plaisir qu'on écrit une contrepartie, c'est parce que la loi impose au distributeur d'avoir des contreparties dans sa négo. Bref, comment préserver le commerce? Alors, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'un peu partout, ça avance et on va faire une espèce de petit tour de ce qu'on a vu sur ces derniers mois, en commençant, et Cédric vous l'a rappelé, par quand même l'audace d'une enseigne, qui plus est une enseigne qui est promo-dépendante, qui est non-al-dépendante, parce qu'elle a des grands hyper, qui a osé basculer du tout ou rien en début janvier, c'est le cas de Cora. C'est pour ça qu'on aura Ludovic Châtelet en fin de matinée, parce que c'est quand même intéressant de rentrer dans sa tête un instant, parce que je vous imagine tous à sa place, et moi je me l'imagine aussi, sans les responsabilités qui vont avec évidemment, mais à quel moment et comment on dit « ok, feu ». Parce que ce n'est pas une petite décision. Dire je diminue les prospectus, c'est une décision qui est finalement facile à faire, parce que je peux le piloter presque au jour le jour, OP par OP. Dire j'arrête, c'est autrement plus engageant, surtout quand on est dans la situation de Cora, qui n'est pas l'enseigne, qui a le vent le plus dans le dos dans les hypermarchés. Ce n'est pas la catastrophe comme d'autres, mais ce n'est pas non plus là où ça avance tout seul. Et donc ce moment où dans la tête du patron, on est amené à se dire waouh, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même un peu audacieux et c'est pour ça que c'est intéressant de l'écouter tout à l'heure. Il a été suivi assez rapidement par Leclerc. Alors, de bonnes sources, quand Leclerc a vu que Cora avait franchi la ligne, ils n'ont pas aimé, mais c'est comme ça. Sur une course, il n'y en a qu'un qui gagne. Il suffisait juste d'imaginer que ça pouvait être quelqu'un d'autre que soi-même. Et dans ces cas-là, on met le dernier coup de collier au moment nécessaire. On a eu des situations localement, au-delà de quelques exemples dont on parlera après, notamment avec Laurent Lehen à 3 pour Leclerc, des Leclerc qui se sont réunis, par exemple tous les Leclerc de la Vendée ont fait front commun, alors au début tous sauf un parce qu'il manquait Miguel Joncher au Sable d'Olonne, mais bon c'est pas grave, mais donc c'est presque tous les Leclerc vendéens y sont allés, parce qu'évidemment quand on y va ensemble sur un territoire où en plus on a une assise commerciale forte, on donne plus de poids au mouvement et on le fait plus facilement accepter. Pour l'anecdote, on l'a même eu chez Leclerc en Slovénie. Là, je vous fais voyager, ne me remerciez pas. Là, je vous amène à Ljubljana. Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire exactement ce que ça dit, mais pour connaître l'adhérent comme il faut, il me l'a raconté. Donc, oui, eux aussi, ils ont débranché le prospectus pour basculer sur l'application. Ce qui est intéressant, c'est que ce prospectus a été l'occasion de voir de la créativité commerciale. Donc là, on est chez toi, effectivement. Tant pis pour ceux qui trouvaient utile nos prospectus ainsi, avec le chapeau. Il y en a eu plein d'autres, vous les lirez tranquillement, vous verrez. Mais c'est vrai que le prospectus, se moquer du prospectus, c'est une façon assez facile de dire qu'on peut vivre sans, ou en se passant des usages auxquels on l'avait destiné, qui n'étaient pas du tout ceux auxquels il était destiné lui-même par ceux qui les émettaient. Dans tous les cas, on a le même message. Quelles que soient les enseignes, ce message, alors il n'est pas wordé toujours de la même façon, mais c'est 100% promo, 0% papier, ou c'est plus de papier mais toujours autant de promo. Bref, il y a cette idée et cette volonté de dire il faut rassurer les consommateurs sur le fait qu'ils n'y perdront rien. Parce qu'évidemment, c'est le chemin de crête, il est là, c'est je perds le média, je perds le contenant, mais est-ce que je perds le contenu ? On a Intermarché qui a avancé aussi aujourd'hui de manière un peu plus invisible, parce qu'ils n'en ont pas plus parlé que les autres. On a aujourd'hui 240 Intermarchés qui sont en zéro prospectus. Ça commence quand même à faire 240 magasins qui sont débranchés. Au-delà de ça, on a une diminution générale des prospectus parce qu'évidemment, il y a le sujet économique et puis il y a l'idée que privilégient certains de dire je vais y aller par palier. Et plutôt que de la grande bascule et du grand soir, il est plus intelligent d'y aller étape par étape et ça conduit à une diminution générale des volumes distribués. Ça peut être une diminution des paginations. Regardez par exemple ce que fait Carrefour ici. C'est pas le seul, Auchan l'a fait aussi. On appelle ça le catalogue augmenté, c'est-à-dire je mets moins de pages, j'imprime et je diffuse moins de pages, mais je mets un QR code qui appelle à être téléchargé, à être flashé pour aller voir l'intégralité de l'offre. On l'a vu aussi par exemple sur le jouet avec King Jouet qui a distribué une espèce de feuillet sans le catalogue habituel, mais qui permettait d'aller récupérer la totalité de l'offre via un QR code, parce qu'en fait, il faut maintenir ce lien, et c'est le premier des enjeux, il tourne autour de la contactabilité, c'est-à-dire en gros, si je perds le contact avec le prospectus mass market, comment je le maintiens ? Que cette contactabilité soit propriétaire, c'est mes bases, ou non, c'est-à-dire je passe par des prestataires. Deuxième sujet qui s'ouvre, c'est la personnalisation, et le troisième, c'est la relation et le sentiment que les fournisseurs peuvent avoir de perdre un élément de visibilité. Vous verrez, on a quelques chiffres là-dessus.
La contactabilité, pour vous dire et vous montrer à quel point c'est un enjeu, voilà des chiffres que vous n'avez normalement pas vus. C'est une région U, que je ne vous donne pas, mais ce n'est pas le sujet. J'ai regardé les 10 meilleurs magasins de la région U en contactabilité. En opt-in SMS, le meilleur magasin est à 40%, le numéro 10, et il y en a un paquet derrière, vous imaginez ce que c'est une région U, le numéro 10, il n'est qu'à 18%. Donc vous imaginez le peu d'opt-in qu'il y a pour les SMS, c'est la même chose pour les mails. Les 10 premiers, c'est des régions où il y a des centaines de magasins, hein. Les 10 premiers, ils vont de 42 à 53%. Donc en clair, une minorité de clients sont aujourd'hui contactables, et parfois il faut même aller jusqu'à dire une très très grande minorité de clients sont contactables. L'autre sujet, c'est l'utilisation des applis, qui est une façon de maintenir la contactabilité. Et là, c'est le grand écart. Vous avez sous les yeux le nombre d'utilisateurs quotidiens de différentes applis d'enseignes que vous connaissez. Ce qui est fascinant, c'est l'écart qu'il y a entre enseignes. On va prendre Lidl, qui a 8% de part de marché en France, pour faire simple. Vous sortez vos portables, ça ne me dérange pas du tout, mais la presse est tout à fait disponible. Je vous le redis pour que ça soit clair. Je ne vous la vendrai pas. Peut-être un mot gentil pour la demander, mais ça ira pas plus loin que ça. Lidl, avec 8% de part de marché, il a environ 800 000 utilisateurs quotidiens de son appli. On prend par exemple une enseigne comme Système U, qui a 11% de part de marché. Elle a 10 fois moins d'utilisateurs quotidiens de son appli, alors qu'elle a une base théorique à peu près 50% plus importante. Vous voyez le grand écart qu'il y a dans la contactabilité via l'appli. Ce n'est pas le seul sujet, mais l'appli en est un. En gros, la figure magique, c'est le QR code. Et on commence à le voir partout. Alors, quelques exemples. Quand vous arrivez dans ce magasin-là, je suis au Leclerc d'Aire-sur-la-Dour, dans les Landes, vous voyez qu'il se passe un truc. Et donc, en gros, on met en scène le QR code partout. J'avais beaucoup aimé ça, c'est chez Cora, qui mettait le QR code sur un magnète, là où il avait sa vie en théorie, c'est-à-dire sur le frigo de la cuisine, pour que les clients s'en servent à ce moment-là. On a eu un prospectus 100% QR code de Carrefour il y a quelques semaines. Alors, très audacieux, d'ailleurs moi je l'ai salué, beaucoup se sont moqués, mais c'est pas grave, mais peu importe, tous les avis sont libres, parce que c'est quand même couillu de populariser ce qui doit être le geste banal demain. Alors ce faisant, Carrefour a fait de la R&D pour tous les autres, hein. Donc ne le remerciez pas, mais parce qu'il a pris un four commercial, évidemment, vous imaginez que ça ne s'est pas vendu, que les produits qui étaient derrière, ils ne se sont pas super bien vendus. Mais au moins, il est arrivé sur la table du client le fait que c'est désormais comme ça qu'il faut aller chercher ces promotions. Il y avait même un jeu qui incitait les consommateurs, parce que le but c'est le geste. Il faut habituer le consommateur à scanner un QR code et que ça devienne terriblement banal. Et donc il y avait la chasse au QR code, et en rayon, il fallait scanner des QR codes pour espérer gagner des lots, des points pour avancer sur... voilà. Bon. Et donc il y a cette idée de dire il faut rendre le QR code et son usage banal. Alors regardez, c'est intéressant de voir comment même chez des spécialistes, vous avez à droite la promo à l'ancienne, ce que j'ai appelé, ça c'est les anciens, voilà, mais de notre côté c'est terriblement bien d'être un ancien par moment, et à gauche c'est les modernes. Bon, c'est beaucoup moins fun, hein, mais peut-être il y a beaucoup plus derrière, c'est ça le truc. Et voilà, donc il faut faire avancer l'idée qu'il faut dégainer son smartphone pour aller chercher du QR code. Il y a plus radical, il y a le fait d'acheter la contactabilité, c'est ce que fait par exemple Maxiso. Maxiso, il vous dit, si vous avez l'appli, vous avez 5% sur tout. Donc en gros, il vient acheter la contactabilité avec une remise qui est donnée à tous les consommateurs, que ce soit en magasin ou online. Deuxième sujet, la personnalisation. Alors on commence à voir, beaucoup testent, peu en parlent. Là, c'est ce que fait Carrefour. Alors Carrefour montre, ben voilà, si je suis Patrick, j'ai reçu ça, si je suis Tariq, j'ai reçu ça. Et c'est pas la même chose, alors que pourtant c'était parti au même moment. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas le même consommateur. On a Intermarché aussi. Alors ça, nous, on le trace parce qu'évidemment, on a quelques profils bien identifiés par enseigne. Alors, regardez, c'est pas net de trouver où est la différence. C'est le même jour, c'est la même OP, mais il y en a une. Parce que c'est arrivé effectivement sur 2 boîtes mail différentes. Donc ça veut bien dire que Intermarché, comme d'autres, ce n'est pas les seuls, mais est aussi dans la personnalisation. On a Monoprix qui le dit de manière claire, c'est-à-dire que quand je suis passé sur le nouveau programme de feed, vous êtes unique, nos offres aussi, 100% basées sur vos achats, ça veut dire Monoprix revendique dans sa com client la personnalisation. Et il y aurait à peu près une 50aine d'UB par mois et par client qui sont personnalisés. C'est comme ça que ça se voit.
Et puis, il y a quelque chose qui est un peu plus sioux. Alors, nous, on va commencer à vous en parler, et puis au moins, vous en aurez entendu parler. On est au tout début, c'est une start-up qui s'appelle Omaria. Il y a notamment des anciens de chez Leclerc dedans, et qui essaye de coupler et la personnalisation et le prédictif. Il y a une vingtaine de magasins Leclerc qui sont dans ce programme-là, où en gros, le consommateur, avant la date théorique de sa revenue en magasin, reçoit, pour faire simple, une liste de courses de ce qu'il est susceptible d'acheter avec des offres qui vont avec. Retenez ça, c'est personnalisation multipliée par prédictif, parce que ça ouvre évidemment quelque chose d'intéressant là-dessus. Alors évidemment, la personnalisation, par moment, on se plante. C'est-à-dire que là, le client qui a reçu ça, on le connaît très bien parce que c'est un associé de la Maison d'Auvers, il a ni chien ni chat, et évidemment, il n'achète pas de croquettes pour sa femme ou ses enfants dans le magasin Carrefour à côté de chez lui. Donc voilà. Ah oui, c'est prédictif. Ok, c'est ça. Ouais. Ils sont malins chez Carrefour. Bon, même Amazon, le roi de l'IA ou le roi de la perso ou le roi de tout ce que vous voulez, d'ailleurs je ne sais pas quoi, on s'est amusé à se créer un compte dans la partie animal de compagnie en définissant le chien qu'on avait. Donc il s'appelle Titus, il a 3 mois, c'est un labrador, et une fois qu'on a créé ça, qu'est-ce qu'Amazon nous met en avant sur la homepage de la partie animalerie? Des croquettes pour des chiens adultes. Donc c'est pour vous dire que me demander la perso de mon compte pour avoir des offres un peu particulières et ne pas en tenir compte, c'est quand même pas la bonne façon de faire. Et puis enfin, et je termine là-dessus, il y a les fournisseurs. Les fournisseurs, ils s'inquiètent. On leur a demandé ce qu'ils en pensaient et on leur a posé 3 questions et vous allez voir ce qu'ils disent. La première question, c'est à votre avis, les alternatives digitales qui ont été développées par les enseignes, est-ce que ça offre la même puissance que les prospectus? Parce que ce qui les intéresse, c'est la puissance. Bon, vous voyez, quand c'est rouge, c'est que c'est non ou plutôt non. Donc, les fournisseurs, ils en pensent, non, ça n'offre pas la même puissance. C'est un peu moins puissante ou nettement moins puissante. Deuxième question, est-ce que vous anticipez une baisse des volumes promo liés à cette nouvelle façon de communiquer la promo, donc en lien avec la moindre distribution? Une majorité considère que oui, ça va faire baisser les volumes promo. Alors pour le coup, qui se rassure, l'inflation, ça va les aider aussi et ça tend le client vers la promo. Mais en gros, on sent quand même à demi-mot une inquiétude des fournisseurs par rapport à la disparition de ce média, ce qui est bien légitime de toute façon. Et enfin, troisième question parmi d'autres qu'on leur a posée, au global, diriez-vous que l'évolution en cours de la diffusion de la promo, c'est-à-dire en gros moins de papier et plus de numérique, est-ce que ça va engendrer pour votre marque plus ou moins de visibilité, puisque le prospectus est un élément de visibilité des marques? Plutôt moins de visibilité, là aussi, c'est négatif. Donc ce qu'il faut retenir à ce stade-là, c'est que dans ce paysage que je vous ai décrit, si pour le moment il y a un frein, c'est pas le conso, c'est pas les distributeurs, c'est pas le politique. S'il faut absolument en trouver un, c'est plutôt le fournisseur. Et c'est ça l'enseignement en gros de ce que l'on vient de vivre, parce que maintenant qu'ils ont compris qu'on y allait, ils commencent à s'inquiéter. Sérieux, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce panorama de 2023